bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire proposé par ID4 Mobility consacré à la diversification industrielle. Donc, comme pour l'ensemble de nos webinaires, l'objectif est vraiment de vous proposer des retours concrets, ancrés dans le réel avec des retours d'expérience. Aujourd'hui, le sujet de la diversification. La diversification n'est pas un sujet nouveau dans vos filières. Beaucoup d'entre vous y sont déjà confrontés depuis longtemps, que ce soit pour lisser vos activités, réduire vos dépendances à un client historique ou saisir des opportunités. Mais en revanche, ce qu'on observe aujourd'hui, notamment au sein du pôle, au sein de nos adhérents, c'est une accélération des transformations liées à plusieurs facteurs, à l'évolution des chaînes de valeur, à la pression aussi sur les marges, sur voilà, tout ce qui est matière première notamment, ou à la haute transition des technologies. Donc tout cela amène à de nombreuses entreprises à reposer de façon plus structurée leur positionnement à moyen et long terme. Donc dans ce contexte, la diversification, ce n'est pas qu'une question d'opportunité commerciale, c'est une démarche qui englobe plusieurs sujets, notamment ses savoir-faire, ses marchés cibles, ses invests aussi, et l'organisation au global. Donc l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur les étapes clés d'une démarche de diversification et d'identifier aussi les facteurs de réussite. Pour cela, on a deux regards complémentaires. D'une part, Jean-François Bérard, fondateur du cabinet GFB Consulting et ancien VP chez Plastic Omnium, mais aussi d'autres expériences dans le secteur, qui présentera une méthodologie de diversification issue de plusieurs accompagnements industriels. Bonjour Jean-François, merci pour Ouais, ce bonjour matin. Paul, merci. Et puis on aura également le retour de Cédric Picard, dirigeant du groupe Devillé, qui partagera de façon opérationnelle comment Devillé a abordé ces sujets de diversification. Bonjour Cédric, merci également pour Bonjour. ta présence ce matin. Donc l'idée vraiment est de vous donner des repères concrets. Qu'est-ce qui déclenche une diversification? Comment l'aborder de façon structurée? Mais aussi des points de vigilance pour éviter les démarches trop opportunistes. Donc voilà. Ce webinaire, il s'inscrit également dans une marge de co-construction avec vous. Donc, à l'issue de cette session, on vous proposera un court sondage pour mieux comprendre vos besoins, évaluer l'intérêt pour des démarches d'accompagnement qui soient plus opérationnelles sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ça vous prend 2 minutes. Pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je me ferai un plaisir de relayer les questions à nos intervenants. Et puis, bah, maintenant, je vais laisser la main à Jean-François. Donc, bonjour Jean-François. Merci beaucoup Paul, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je suis honoré moi d'être avec vous ce matin pour partager une expérience de plus de 35 ans dans l'industrie automobile et 4 ans d'accompagnement avec la PFA dans le cadre de l'initiative qui avait été engagée à cette époque. On a élaboré en fait au fil du temps une méthodologie, on va dire à la fois efficace, j'espère, et agile, qui est vraiment adaptée à la typologie des entreprises, à l'ADN des entreprises et au souhait des dirigeants d'aller dans une ou une autre direction en fonction de leurs capacités. Donc, on a préparé avec l'équipe une petite présentation que je vais vous faire qui dure à peu près 30 minutes maximum, qui sera suivi je dirais, d'une intervention de Cédric qui, lui, vous dira comment il a vécu cette expérience avec nous il y a maintenant à peu près 1 an et demi. Et puis le jeu des questions-réponses à la fin. Voilà, donc je vais partager mon écran. J'espère que tout ceci va fonctionner convenablement. Paul, tu me dis si tout est OK, Alors, si vous voyez bien tout ça. Ouais, on voit. On voit, c'est bon? Voilà, donc je vais me permettre de démarrer cette présentation. Alors, en fait, elle est articulée autour de 6 ou 7 chapitres, une petite présentation succincte de qui nous sommes et ce que nous faisons, les principes de diversification, parce que nous, on les a articulés de cette façon-là. Une évaluation de la société, c'est fondamental. On ne peut pas travailler ensemble et vous ne pouvez pas travailler sur la diversification si vous ne connaissez pas vraiment de manière très intime. Et ça nécessite de faire cet effort-là parce que parfois on pense qu'on est capable, mais dans la pratique, on n'est pas toujours. On regardera les aspects de valeur ajoutée suivant 3 axes, 2 modes de fonctionnement, push ou pull, quels sont les secteurs de diversification et surtout quel type de collecte d'informations il faut que vous réalisiez pour être sûr de faire mouche. Enfin, quel produit pour quel secteur, comment tout ça s'organise à la fois avec un peu d'effort ou beaucoup d'effort, avec peu de valeur ajoutée, beaucoup de valeur ajoutée.
Je donnerai quelques exemples de missions et de résultats, une conclusion et une recommandation. Sur la présentation de JFB Consulting, en fait, on est un groupe d'experts. Cette activité a été créée il y a 7 ans. Et en fait, c'est un regroupement de gens qui ont accumulé, chacun d'entre eux, dans leur vie professionnelle, des expériences multiples. Donc, je crois que la moyenne d'âge de l'équipe, ça doit tourner autour de 50 ans, avec des profils très différents, certains très opérationnels de direction d'usine et d'autres plus dans les fonctions de general management ou des fonctions techniques, des activités autour de la finance et des activités finance, formation, commerce et aussi innovation. C'est une équipe qui est à géométrie variable. On est en fait composé de gens basés en France et de gens aussi basés aux États-Unis et en Chine parce que moi j'ai mis en place un partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle ITB Group que je connais depuis 25 ans, qui réalise un certain nombre d'études assez génériques et assez précises aussi sur le monde automobile et les grandes tendances, les méga trends qu'on peut avoir à la fois en Chine évidemment et aussi aux États-Unis. Donc cette complémentarité permet aussi d'aborder des problématiques de diversification un peu plus larges et qui ne sont pas juste limitées au strict périmètre de nos activités quotidiennes. On a bossé avec pas mal de groupes, des TPE, des PME, des ETI. On a des tailles d'entreprises différentes et chaque fois, notre ambition, c'est vraiment de se rapprocher de l'ADN de l'entreprise pour bien comprendre finalement ses attentes qui peuvent être vraiment très différentes d'une à l'autre et les moyens aussi à engager très différents. Et donc, pour le coup, il n'y a pas une méthode à la EY ou à la Roland Berger ou une méthode de grand cabinet. On essaye vraiment, nous, d'apporter finalement une bonne compréhension de ce que vous avez besoin et de la mettre en pratique. En résumé, une approche très agile, des offres très adaptées à chacun des clients qu'on rencontre, une très forte expertise technique et un background industriel reconnu, des compétences métiers transversales et une relation, je dirais, qu'on essaye d'élaborer tout à fait conviviale avec nos clients parce que si, on le disait en préambule, il n'y a pas de chimie entre le cabinet et les clients, en fait, ça marche beaucoup moins bien. Et des fois, même, ça peut très bien ne pas marcher. Voilà. Donc, pour nous, c'est très important qu'on s'entende bien. D'ailleurs, si on voit que la mayonnaise ne prend pas, on ne poursuit pas parce que ce n'est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde. Alors, sur les principes de diversification, nous, on les a classifiés en fait en 5 principes, 5 attributs qui sont vraiment discriminants. Il y a la diversité technologique, hein, donc avec voilà, différentes technologies primaires, de transformation, d'assemblage. Une diversité sectorielle, hein, et c'est important de savoir si on est capable de servir déjà plusieurs secteurs de l'industrie ou pas, parce que quand on est un pur play automobile et qu'on veut aller, par exemple, dans le ferroviaire ou dans l'aéronautique, eh bien, on ne parle pas le même langage, on n'applique pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes contacts, on n'a pas le business model de la même manière. Donc tout ça, c'est important parce que ça permet d'aller plus ou moins vite dans cette direction. Le rôle industriel, est-ce qu'on est composentier, est-ce qu'on est assemblier, est-ce qu'on est systémier, c'est très important aussi. La contribution à la conception, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on fait du build to print, est-ce qu'on est capable de faire du design pour les futurs clients, c'est très important. Et la volumétrie, si on n'a que des machines pour faire de la très grande série, comment fait-on pour réaliser des petites séries? L'évaluation de la société, elle est fondamentale. Nous, on commence toujours par un SWOT. On fait des entretiens. On va se mettre d'accord avec le dirigeant pour rencontrer les équipes de l'entreprise qui vont être engagées dans cette démarche de diversification. On discute avec les ressources humaines. On essaye de comprendre vos success stories et vos horror stories parce que ça, c'est un très bon éclairage à ce que vous avez été capable de bien faire ou de mal faire dans le passé. Quelle est la valeur client engendrée par l'entreprise en termes de produits et de prestations? Quelles sont les différentes expériences dans des fonctions de vos produits réalisés depuis de nombreuses années? Quelles sont les limites physiques de vos produits? Il y a des machines qui sont des tonnages qui sont limités. Vous ne pouvez pas aller chercher des très grandes pièces, par exemple, ou vous ne pouvez pas transformer tel matériau parce que ce n'est pas dans votre portefeuille produit. Donc ça, c'est important, évidemment, de le noter. Votre contribution technique à la conception, quel type de valeur ajoutée vous réalisez? Est-ce que vous ne faites que du composant? Vous faites de l'assemblage de composants? Est-ce que vous faites aussi l'intégration de sous-ensembles? Quelle est votre capacité de validation? Quels sont vos partenariats que vous pouvez réaliser, que vous avez fait dans le passé?
Tout ça a évidemment un rôle très important dans votre capacité à faire autre chose. On a un questionnaire, on regarde avec vous toutes ces propositions de valeur, la gouvernance, comment ça fonctionne, ça donne une petite idée de l'entreprise. Et puis aussi, on aime bien avoir finalement cette cotation interne pour que vous puissiez vous exprimer sur comment l'entreprise se perçoit elle-même, comment vous vous percevez par rapport à la concurrence, par rapport à la satisfaction de vos clients, par rapport à l'innovation. Est-ce que vous êtes en capacité ou pas d'innover? Si oui, de quelle manière? Quel est votre niveau d'efficacité? Est-ce que vous considérez que vous avez une organisation qui est bien ancrée, bien efficace? Et est-ce que vous avez aussi une démarche commerciale qui est, je dirais, adaptée? Parce que avoir une relation avec ses clients depuis très nombreuses années, en fait, on rentre dans un format finalement assez naturel, mais dès qu'il s'agit d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, eh bien, on s'est rendu compte avec Cédric aussi que parfois, ça mérite voilà, de prendre une petite formation complémentaire pour savoir aller chercher des prospects qui n'ont pas forcément, qui vous attendent pas forcément. Bon. Alors, dans cette diversité technologique, ces différents attributs que j'ai un petit peu mentionnés à la base, en fait, on a une façon de le coter de manière à vous permettre de vous positionner sur une échelle qui va de 1 à 5. Et dans cette cotation, finalement, on va regarder si quelque part vous n'êtes capable que de réaliser, c'est pas un mot négatif, une transformation d'une technologie primaire, par exemple de l'emboutissage ou de l'injection, jusqu'à en fait je dirais une approche beaucoup plus complète où on est capable de gérer toutes les technologies de formage, d'usinage, on sait faire de l'intégration de composants, on travaille en partenariat. Donc tout ça, c'est important parce que c'est le cœur de votre entreprise. Diversité sectorielle, est-ce que vous êtes sur un seul secteur qui est un secteur unique ou un secteur dominant mais avec quelques implications mineures dans d'autres industries, ou sinon vous avez deux secteurs dominants, à peu près 30% de vente chacun, et comme ça crescendo jusqu'à votre capacité à avoir finalement plusieurs secteurs et une réputation et une habilitation aussi avec une grande versatilité sur différents autres domaines. Le rôle de fournisseur, composantier tout systémier, la contribution à la conception, est-ce que vous êtes juste capable de critiquer vos composants ou de faire du co-design, et puis la volumétrie. Et de là, on positionne l'entreprise avec finalement déjà une petite information sur votre capacité à aller un peu au-delà de ce que vous faites au quotidien, sur votre diversité sectorielle, sur votre capacité d'intégrer plusieurs places dans votre fabrication, et si vous êtes aussi finalement sur le plan de la conception capable d'aller un peu plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. On fait un SWOT de tout ça, on regarde vos forces, vos faiblesses, les opportunités que vous pouvez avoir, vos menaces. Et tout ça doit normalement vous conduire à commencer à un peu élaborer une proposition de valeur et une feuille de route. Ce qu'il faut retenir de cette première étape, c'est que cette démarche est vraiment une introspection en profondeur de l'entreprise. Ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous tromper. Après, le résultat qu'on trouve dans cette étape, c'est que ça permet d'évaluer un peu le potentiel et vos capacités intrinsèques. À savoir si vous êtes capable de sortir de votre zone de confiance, de confort, si vous avez cette capacité à vous regarder de manière vraiment, on va dire, objective, pour qu'ensuite vous puissiez élaborer une proposition de valeur et aussi, surtout, voir ce qui est inaccessible pour vous, inintéressant. Parce que dans certains cas, vous n'êtes pas tout à fait habilité à aller dans cette direction-là, même si vous pensez que finalement, il y a des similitudes qui pourraient faire que l'ensemble est alléchant, mais dans la réalité, ça sera pas tout à fait le cas. Et puis, ce positionnement en 5 attributs, ça permet aussi de compléter votre business classique, parce que pour le coup, c'est une façon d'objectiver là où vous vous positionnez, et puis ce que vous êtes capable de faire sur les bords, hein, tout ce qui est adjacent, finalement, c'est de la valeur aussi ajoutée, et c'est intéressant pour l'entreprise. Cette valeur ajoutée, en fait, on la caractérise suivant 3 axes que je vais un petit peu élaborer. Et je rappelle qu'on a dans cette approche 2 extrémités, en fait. Hein, le composantier build to print, qui lui, finalement, je ne vais pas dire fait de façon servile, mais qui fabrique des éléments qui lui sont fournis par ses clients, jusqu'à l'ensemblier, qui lui est vraiment un maître d'ouvrage, qui travaille sur des solutions nouvelles à partir de specs fonctionnels et qui est capable là-dessus de valoriser différents designs, de poser de la propriété industrielle
et faire des dossiers complets qui peuvent être approuvés par le client sans avoir besoin finalement que le client le valide lui-même. Et là, on a trois axes qui permettent de regarder finalement les champs des possibles. On a un axe produit, là c'est vraiment ce que vous fabriquez. Un axe valeur ajoutée amont, c'est-à-dire est-ce que j'intègre du design supplémentaire, ce qui fait que je peux générer aussi une forme de valeur ajoutée par une optimisation de design qui va évidemment plaire à votre client potentiel, ou un axe de valeur ajoutée aval qui lui est le regroupement d'un certain nombre de pièces que le client peut-être avait tendance à faire et qui serait assez finalement content de vous sous-traiter. Et de là, on regarde finalement quatre positionnements. Un positionnement d'excellence, là où vous êtes vraiment les meilleurs. Un positionnement avec une expérience notable, où vous avez finalement un certain savoir-faire, une compétence qui est respectable. Elle n'est peut-être pas unique, mais en tout cas, elle est satisfaisante. Une activité embryonnaire, des thèmes ou des domaines où vous avez finalement peu d'action pour l'instant, mais ça pourrait être valorisé directement parce que vous avez finalement des compétences un petit peu dans la maison, ou hors de portée, des domaines où vous n'êtes absolument pas, et là, c'est pas la peine d'essayer de se lancer là-dedans. Donc, on a un petit exemple ici qu'on a pris. Bon, je vais aller vite, hein. On est dans cet exemple-là un composantier qui fait de l'acier, du plastique, du métalloplastique. Il contribue à des fonctions de sécurité en secteur automobile. C'est vraiment son cœur de métier. Bon. Des compétences notables en surmoulage complexe, en sous-ensemble soudé. Des compétences aussi naissantes sur des sous-ensembles mécaniques avec des pièces mobiles, quand on fait des pièces fixes ou des pièces mobiles. Ce n'est pas la même chose, il y a d'autres critères à prendre en compte, d'autres compétences techniques à avoir, et là, c'est un élément qui peut être développé. Et en revanche, par contre, tout ce qui tourne autour de la mécatronique, de l'électrotechnique ou de l'électronique, ce n'est pas du tout dans l'ADN de l'entreprise. À partir de ça, il y a deux façons d'avancer. Il y a une façon qu'on appellera en mode pull et une façon qu'on appellera en mode push. Bon. Le mode pull, c'est en fait, on répond à une demande de prestation qui nous vient par un client qu'on a, je dirais, identifié, une prestation plutôt ensemblière ou sous-ensemblière, qui est déjà établie, mais pour lequel le client, lui, a un intérêt à trouver une nouvelle source. Alors, parce que ça externalise un système, parce que ça regroupe des contributions composentières, ou parce qu'il y a une innovation un peu perturbatrice qui fait appel à de nouveaux acteurs. Et là, pour ça, il faut vraiment attester de vos compétences et vos ressources, parce que le train passe pas 10 fois, et c'est important je dirais, d'être capable de convaincre et de démontrer qu'on est capable de le faire. Et puis après, il y a l'autre approche où là, on va aller pousser, on va aller chercher et offrir des prestations de valeur augmentée. Et là, évidemment, dans chacun des cas, il faut avoir des références à montrer parce que le client potentiel, lui, il va vouloir avoir la certitude que je dirais le fournisseur potentiel va effectivement être en capacité de réaliser le travail proprement. Après, quand on regarde aussi, et ça c'est important, comment la valeur ajoutée s'opère, il y a évidemment un certain nombre de choses à identifier dans cette prospection et dans ces nouveaux produits, parce que quand on sort de sa zone de confort et des activités conventionnelles qu'on peut avoir dans l'automobile ou ailleurs, eh bien, les périmètres des composants sont différents, les acteurs associés ne sont pas les mêmes, les technologies ne sont pas les mêmes. Il y a toute on va dire une alchimie ou une euh, euh, décomposition de valeurs qui est très importante à faire parce que évidemment, on n'en a pas l'habitude puisqu'on sort de sa zone de confort et il faut être quand même en capacité de savoir où va se trouver la valeur. Parce que après, les business models sont généralement très différents. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir à cette étape? Il faut essayer de voir comment voilà, se place et se décompose la valeur ajoutée. Ça, c'est un travail, hein. Il faut essayer de le faire parce que ça permet de savoir où on va pouvoir gagner. Il faut choisir le type de valeur ajoutée qu'on veut développer, a priori, hein, là où on se sent le plus pertinent. Choisir un mode, hein. On peut d'ailleurs choisir les deux modes en fonction je dirais, les industries dans lesquelles on veut avancer. Et puis, il faut regarder aussi le secteur choisi et les produits ciblés, parce que les similitudes techniques, eh ben, c'est un élément favorisant, évidemment, hein, pour la connaissance du produit. Et puis aussi par rapport aux compétences existantes, ce que vous avez et quels sont les atouts
que vous possédez dans chacun de ces domaines. Alors, un petit mot sur les secteurs de diversification. Je crois qu'ici, surtout, ce qui est important de comprendre, c'est finalement ce qu'il faut chercher comme information. Parce que sortir de son secteur d'activité, eh bien, il faut pas rentrer à la légère dans le nouveau secteur. Il faut comprendre les enjeux, les facteurs de croissance. Il faut avoir une vision claire, je dirais, de la division du travail, hein. Quand on va sur l'aéronautique, un produit fini, eh ben, qu'est-ce qu'on met dedans? Par exemple, la volumétrie est un facteur très important. Le processus de développement, on a vu qu'entre l'automobile et d'autres secteurs, les processus sont très différents et les temps sont très différents. Ça peut avoir un impact important sur le PNL, sur le cash de l'entreprise. Il faut voir aussi quels sont les pain points. Qu'est-ce qui fait que finalement, un client qui vous voit arriver dans un nouveau secteur serait intéressé par vous? C'est quoi ses problèmes à lui? Comment vous pouvez les régler? Quelles sont les exigences normatives, réglementaires, quand on veut être dans l'aéro CEN 9100? Si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, non. Dans quel délai? Est-ce qu'on peut être un tier 2 qui n'en a pas besoin, c'est le tier 1 qui l'est? Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. La standardisation, la relocalisation, les axes d'innovation. Voilà, tous ces éléments-là font partie de l'étude et sont d'une manière ou une autre adressés au travers de votre analyse. Après, ben, quel produit pour quel secteur? Ben, là-dessus, on a évidemment un graphe assez simple à comprendre. À la fois en abscisse, le niveau de difficulté, en ordonnée, l'intérêt versus la migration vers un ensemble. Et dans ce cas, dans cet exemple-là, finalement, comment on va d'un rôle de composentier développeur qui fait de l'assemblage de pièces build to print avec quelques composants standards vers une solution beaucoup plus intégrée avec peut-être de la mécatronique, mais pour lequel l'accès est beaucoup plus difficile, voire éventuellement hors de portée. Et donc, on travaille à positionner finalement avec l'entreprise les typologies de produits qui sont réalisés et secteur par secteur, comment on veut l'organiser, dans quel format, dans quel délai, et où est-ce qu'on se sent finalement le plus capable et le plus compétent d'avancer, soit verticalement en restant du facilement accessible, mais en rajoutant un certain nombre de composants assemblés qu'on récupère de notre client potentiel qui, lui, a le souhait, le désir de simplifier son shop floor, ou bien si on veut aller un peu plus loin, et là, pour le coup, il faut intégrer des compétences peut-être mécaniques différentes ou d'électronique qui vont permettre eh bien, d'aller un petit peu plus loin dans la chaîne de valeur et dans le contenu technique, mais pour le coup, plus difficile à mettre en œuvre et un petit peu plus long. Donc tout ça, c'est des discussions qu'on a qui permettent de voir comment on positionne l'ensemble au travers de cette initiative. Quelques exemples à vous fournir aussi. Alors, exemple, émissions et résultats. Là, j'ai pris un exemple qu'on a réalisé dans le nord de la France, une entreprise qui fait des chaînes de distribution pour les moteurs thermiques. Donc, vous imaginez que 2035, plus un seul véhicule thermique, les pauvres, ils sont mal. Donc on a déjà commencé par les composants qu'ils fabriquaient, parce que c'est une entreprise qui fabrique des composants. Et à partir de chacun de ces composants, qui sont des composants emboutis, pour lesquels il y a du traitement thermique, traitement de surface, on a regardé finalement quel type de fonction ces composants pouvaient réaliser. Et à partir de ça, à partir d'un travail d'idéation, quels étaient les champs d'application sur lesquels éventuellement cette entreprise pourrait s'orienter. Alors, on a identifié 19 champs d'application au travers de ce travail collectif, avec des choses très, 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 très variées, comme vous pouvez le voir sur la droite. Anode cathode pour les piles à combustible. On peut faire de la quincaillerie, des moteurs électriques, des connecteurs électriques, des serrureries, de la serrurerie plate, des canons, des convoyeurs, des mécanismes. On a vraiment regardé profondément tout ce qui était possible de faire à partir des moyens industriels et des compétences qui existaient à l'intérieur de cette entreprise, pour ensuite commencer à les hiérarchiser en fonction de critères. Ça, ce sont des critères qu'on a discutés avec eux, qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre, hein. Vous pouvez tout à fait en choisir d'autres pour des raisons qui vous sont propres, hein. Et à partir de ça, on a essayé de classifier avec une note mini et une note maxi comment finalement on percevait ces nouveaux champs d'application
au travers de cette étude. On a donc fait cette cotation, donc on a repris les différents critères qui sont notés au milieu, et sur chacune de ces verticales, on a regardé eh bien, comment l'entreprise s'autocotait et son sentiment pour aller dans ces domaines-là, évidemment avec un éclairage de notre part pour identifier évidemment les business possibles et l'évolution des marchés. De cette cotation est sorti un classement pour lequel on a retenu évidemment forcément ceux qui ressortaient en premier. Donc il y avait les moteurs électriques, les mécanismes, les échangeurs, mais il y avait aussi deux outsiders sur la serrurerie plate et les convoyeurs qui finalement apportaient un peu d'intérêt à l'équipe de direction en disant mais là peut-être qu'on aurait quelque chose à faire. Et donc on a été regardé domaine par domaine, eh bien, les différents acteurs dans différents secteurs. Là, pour le coup, dans tout ce qui était mécanisme, évidemment, on a vu qu'il y avait du monde, hein. C'est évident que c'est pas une technologie, on va dire, naissante et elle est bien Et installée niche, dans notre... Une niche, c'est pas une c'est niche, pas niche, non, ça c'est sûr. c'est Hein, clair. non, ça c'est vrai. Après, on a regardé les échangeurs, quels étaient les types de pièces qu'on pouvait fabriquer, comment tout ça, ça s'intégrerait à l'intérieur de la fabrication de l'entreprise avec laquelle on travaillait. On a regardé aussi tout ce qui était la partie moteur électrique. Là, on s'est pas mal appuyé aussi sur l'étude Roland-Berger qui avait été demandée par la PFA et sur lequel il y avait un certain nombre d'initiatives et d'éléments importants de croissance qui manifestement apportaient un intérêt à la fabrication de rotors, stateurs et des plaques. On a regardé aussi quels étaient les acteurs, quel type d'acteurs on avait, c'était des généralistes, des acteurs très intégrés, des spécialistes, et on a regardé ça aussi de manière continentale. Puis on a essayé aussi de voir quel type de matériaux pouvaient être utilisés, parce que quand on fait des, euh, des, des, euh, des moteurs électriques ne sont pas les mêmes aciers qu'on utilise que quand on fait des chaînes de distribution. Donc, il fallait voir la compatibilité de ces produits à la fabrication et à la formabilité. On a ensuite regardé sur une gamme type de fabrication de paquets de tôle, quels étaient les différents steps qu'il fallait mettre en œuvre. Et on a regardé dans l'entreprise, finalement, quels étaient les moyens dont l'entreprise disposait déjà, les moyens qu'il était bon de modifier et les quelques moyens nouveaux qu'il était nécessaire de mettre en place. Avec ça, on a réalisé là aussi une évaluation des CAPEX à mettre en place de manière à pouvoir valoriser à la fois en fonction de la volumétrie de l'investissement, quelle était la rentabilité qu'il serait capable d'approcher avec cette initiative et aussi en fonction du planning, comment il était possible de compenser finalement la perte d'activité sur le business traditionnel avec la montée en cadence des produits diversifiés, de façon à ce que en cumul, on ait une activité qui reste, je dirais, autour de 100% et qui éventuellement à terme puisse aller au-delà de ces volumes. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire finalement en conclusion que euh, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est à la fois des portes ouvertes, mais c'est tellement vrai que chaque secteur est différent et sortir de l'automobile, c'est un vrai challenge. Le business model hors automobile, il est vraiment basé sur des règles très différentes, que ce soit du lead time, de l'engineering, de la volumétrie, des profits, c'est très très différent. Donc quand on a pris des habitudes et qu'on a une façon de calculer son profit en amortissant sur 1 million de pièces, bah, quand on vous fait 10 000 pièces, c'est pas du tout la même sérénade. Et dans un cas, on ne paye pas de développement ou très peu, dans l'autre cas, bah, il faut peut-être en payer. Voilà, et il y a des pratiques. Donc il faut connaître les pratiques d'un secteur à un autre. Et puis, il y a des cultures différentes, il y a des approches différentes, que ce soit en termes de management, un critère de sélection des fournisseurs. Tout ça, ça a aussi un impact sur votre dynamique et votre capacité à changer de pied et changer de secteur. Conserver le même périmètre en valeur dans un autre secteur est difficile aussi. On a une façon de calculer, une façon de faire sa profitabilité. Eh bien, quand on change de secteur, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on peut aussi apporter des choses originales, nouvelles, qui permettent à la fois d'augmenter sa valeur et de rendre service à son client, mais c'est un point qu'il faut évidemment adresser.
Et puis, quand on veut créer une relation nouvelle, un nouveau marché pour l'entreprise, eh bien, ça requiert, on va dire, pas mal d'humilité, du courage. Cédric nous en parlera, de l'agilité, des compétences adaptées, qu'elles soient commerciales et techniques. Et il faut être prêt à investir, hein, dans cette initiative. C'est pour ça que nous, quand on discute je dirais, de diversification avec les entreprises au démarrage, eh bien, faut pas s'engager à la légère, parce qu'on a une baisse de chiffre d'affaires, on dit, oh, de toute façon, l'auto, c'est la merde, ça va pas se développer comme il faut qu'on fasse autre chose. Alors, allons, on y va, allez, hop, tiens, il y a une opportunité, on y va. Non, ça, c'est pas bon, parce que si on fait pas une bonne évaluation, tout ça, ça part à la poubelle, on a perdu son temps. Donc, il faut vraiment bien évaluer le choix avant de quitter son secteur dominant. Il faut être prêt à investir en hommes et en moyens sans payback à court terme. C'est un peu du fonds perdu. Et parfois, quand on a des problèmes de cash et que les volumes sont pas là, on n'est pas suffisamment, on va dire, healthy, en bonne santé pour pouvoir mettre de l'argent sur quelque chose de nouveau. Et dans certains cas, Cédric, lui, il a pu le faire et on le remercie de ça. C'est un vrai engagement managérial. Ça, c'est très important. Faut être prêt à travailler autrement, adapter son organisation pour prospecter. C'est pas la même chose, donc voilà, c'est un peu différent. Faut avoir son business model, hein, parce qu'il faut être profitable, mais autrement. Faut pas sous-estimer l'effet d'aubaine. Alors un coup c'est tout vers l'aéro, un coup c'est tout vers la défense. Bah oui, mais si tout le monde va vers la défense ou tout le monde va vers l'aéro, ça crée des bouchons et c'est pas comme ça qu'on y arrive forcément. Et puis pour nous, évidemment, ben, être accompagné, c'est bien aussi parce que il y a un effet de fatigue finalement quand on le fait soi-même où on est rattrapé par la patrouille, on est rattrapé par le quotidien, on est rattrapé par tout ce qu'on a à faire tous les jours. Et quand on veut faire cette démarche, il faut essayer d'arriver à mobiliser des gens, mais c'est difficile de les mobiliser à plein temps. Souvent, on dit, bon, ben, machin, là, vous allez faire 20% de prospection. Maintenant, moi, je veux que vous fassiez ça. Mais machin, il ne peut pas en faire 20% parce qu'il a le client qui l'appelle tous les jours, il y a quelques problèmes de qualité ou de logistique ou je ne sais quoi. Et le gars, il n'arrive pas à dégager le temps qu'il faut pour ça. Et parfois, le fait d'être accompagné, ben, ça crée le momentum, ça oblige à se revoir, ça oblige à retravailler ensemble et à rediscuter et à voir ce qui avance bien, ce qui avance pas bien. Donc faire des photographies régulières. Et pour le coup, c'est beaucoup plus, on va dire, efficace que de le faire finalement un petit peu tout seul à la petite semaine. Bon. Donc voilà, donc en résumé, il faut rester positif parce que c'est un peu le chemin de croix quand même. Hein. Faut être courageux. Ça, je sais que les entreprises et les dirigeants, quand ils veulent s'engager dans cette direction-là, ben, ils sont courageux, pugnaces, endurants. Hein, et c'est tout ce qu'on attend, nous, des gens avec qui on peut travailler et apporter notre concours, notre éclairage. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en cette introduction. Je crois que je suis sur le timing parfait. Donc, Ouais, voilà, Paul. Merci pour super. votre écoute et voilà, je laisse avancer avec Cédric et Paul la Ouais. suite de cette intervention. Avant de laisser la main à Cédric, moi j'aurais juste une ou deux questions sur ce que tu nous as présenté, Ouais. notamment si on revient au début, ça m'intéresse, sur la partie que tu appelles les attributs, du coup les champs de développement sur la diversification. Oh, bah, je Euh, reviens en arrière, bah, tu m'arrêtes vas-y, franc. vas-y. C'était vraiment tout au début, je pense que c'est par là que tu commences avec les gens Ah oui, que tu les accompagnes. cinq Les attributs. cinq Ouais, c'est attributs, ça. exactement. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Voilà, ils sont là, on peut les Ouais. avoir ici, là. Ouais. Parmi ces cinq attributs, toi, ce que tu vois, c'est lequel est généralement le plus mal évalué par les entreprises au départ? Est-ce qu'il y en a un qui ressort ou finalement tu vois qu'il n'y a pas de vision sur un des cinq? Ouais, je vais le mettre comme ça parce que ça permet à tout le monde de voir un peu le différent niveau d'échelle. Je crois que en fait, la diversité technologique, les entreprises, elles fabriquent, donc elles savent exactement ce qu'elles fabriquent. Elles savent les technos qu'elles maîtrisent plus ou moins bien. Donc, diversité technologique, pas de problème. Diversité sectorielle, eh bien, effectivement, bon, on sait quand on fournit tel ou tel client, là-dessus, c'est pas tellement difficile à faire. Parfois, on a, pour des raisons historiques, un deuxième secteur dans lequel on travaille avec quelques implications mineures. On pense on est fort dans celui-là. En fait, on l'est pas vraiment, mais c'était opportunistique. Donc là, il y a peut-être un petit point de, on va dire
d'attention à y porter. Sur le rôle du fournisseur, là aussi, on sait très bien ce qu'on est en train de fabriquer. Je crois que sur la partie contribution à la conception, parfois on a peut-être un petit peu voilà, on se voit parfois peut-être un peu plus beau qu'on ne l'est vraiment, parce je dirais, on s'est habitué à travailler dans un secteur et on pense qu'on est très très fort sur certains axes. Et quand on veut sortir, c'est peut-être là où on voit il manque quelques compétences. Bon, puis la volumétrie, bon, la volumétrie, elle est ce qu'elle est. Mais passer de la très grande série à la très petite série, c'est quand même un vrai challenge parce que souvent on n'est pas très compétitif. Ou sinon, il faut faire un vrai changement on va dire, de procédé parce qu'il y a d'autres intérêts à le faire. Mais sur cet aspect de volumétrie, effectivement, voilà, ceux qui naviguent entre 100 pièces ou quelques dizaines de milliers de pièces, quand ils changent de secteur, ils peuvent se retrouver dans des volumes à peu près similaires. Quand on est vraiment dans de la grande série, passer à des choses plus petites, ça peut être un peu problématique. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ok, bah, merci pour ce premier retour. Juste une deuxième question, et ce qui me permettra de faire la passe aussi à Cédric sur le sujet. Tu insistes aussi beaucoup, après la partie SWOT, sur la phase d'introspection. Mhm. Et concrètement, qu'est-ce qui surprend plus les dirigeants quand ils passent par cet exercice? De ton côté, qu'est-ce que tu as vu? Et puis, bah, ça me permettra aussi d'avoir la réponse de Cédric sur ce sujet-là. Ben, en fait, ce qui est bien, c'est que on fait pas souvent cet exercice dans l'entreprise de s'auto-évaluer, quoi. Hmm. Hein, de se dire, ben, finalement, je fais photographie, comment je suis, moi? Comment je suis par rapport à, voilà, comment je me sens, comment l'entreprise, la direction, les équipes se sentent euh, entre elles, comment elles se voient par rapport à la concurrence, aux clients, à l'innovation, etc. On peut avoir des découvertes, hein. Parfois, j'ai un exemple en tête où on se pensait bien meilleur sur la démarche commerciale qu'en fait on était. Et c'est bien parce que ça met, comme on dit, l'église au milieu du village et ça Ouais. permet d'avoir une vraie discussion autour de l'entreprise, de dire non, mais franchement, on s'est un peu endormi sur tel ou tel sujet où on croit que la concurrence est vraiment pas très bonne. Franchement, ils sont vraiment nuls, ces mecs. Nous, on est bien meilleurs qu'eux, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ok. Donc tout ça, c'est bien parce que ça permet aux gens, au gars de la qualité qui dit aux équipes techniques, non, mais tu crois qu'on est si bon, mais franchement, là, on a eu des problèmes de qualité là-dessus, le produit, il est vraiment, il est nul, etc. Et les autres sont bien meilleurs. D'ailleurs, les achats vont peut-être nous désourcer. Donc, voilà, ça crée de l'émulation, ça permet vraiment quand même voilà, de bien mettre les choses à plat. Et je crois que c'est fondamental parce qu'on ne peut pas démarrer une démarche si on n'a pas déjà fait une belle introspection de ce qu'on est effectivement vraiment, quoi, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est vraiment dans l'entreprise. Voilà. Ok. Et je vais passer la parole à Cédric qui pourra du coup représenter cette démarche et avoir un peu ce retour sur cette phase qu'il a pu faire également. Je te laisse la main si tu Voilà, j'ai arrêté le partage, je suis sorti. Bonjour à tous, donc Cédric Picard, je suis le dirigeant et actionnaire du groupe De Villiers. Quelques mots sur le groupe De Villiers. C'est pas que je veux vous vendre quelque chose, mais c'est important pour que vous compreniez comment on en est arrivé à cette démarche. Le groupe a été créé en 1934 par Roger De Villiers et le métier à l'époque, c'était de l'emboutissage sur l'outillage professionnel pour tailler la vigne, des sécateurs en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En 75, il y a eu un creux d'activité et Antoine de Villiers, donc la deuxième génération, s'est dit, OK, il faut que je regarde pour faire autre chose. Et l'aventure automobile a démarré en 79. Et on a démarré sur des pièces de sécurité passives. Encore deux jalons importants dans l'histoire du groupe. En 2014, le groupe a racheté un pôle d'activité dans le métier du plastique pour étoffer en fait sa proposition de valeur du métier de l'emboutissage au métier de l'injection, avec une notion de co-développement très poussée derrière. Alors, je rebondis un peu, il y a des mots qui font tilt dans ce qu'a décrit Jean-François, et je pense que c'est des mots que vous devez retenir. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi se diversifier? Et il ne faut pas y aller par opportunisme, il faut vraiment avoir une démarche d'entreprise et se poser ces bonnes questions. Côté de Villet, moi j'avais défini un cap qui était de dire on fait à peu près 80% d'automobiles aujourd'hui, on veut aller en 2030 à 30%. Pourquoi est-ce que je voulais aller vers du hors automobile et avoir plus de croissance dans ce secteur?
Je ne vais pas revenir sur la morosité du secteur automobile, mais c'était aussi pour explorer d'autres verticales business et sortir un peu de la relation client-fournisseur qui, à mon sens, s'est extrêmement dégradée dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a fixé ce cap, il faut déjà bien le fixer et clarifier les enjeux. Et en fait, on est un peu perdu une fois qu'on a fait ça, en toute humilité, parce que c'est pas des choses qu'on a pu faire dans le passé. Moi, je suis pas un très grand fan des consultants qui vous vendent des slides et des honoraires parfois un peu trop onéreux. Et ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment business et qui vous aident et qui vous accompagnent dans toute cette démarche. Et donc, ça démarre par cette réflexion. Et cette réflexion, il faut sortir de ses habitudes et de sa zone de confort. Jean-François l'a dit à plusieurs reprises, la notion de zone de confort, il faut se sortir absolument de cela. Et ce qui est vraiment malin avec l'approche de Jean-François et de tous ces experts, en fait, c'est une boîte à outils, hein, le JFB Consulting, c'est qu'en fait, ils ont une approche très modulable et très business. La première approche, le premier jalon plutôt, c'est de faire cette introspection. Et ce qui est chouette dans l'introspection, c'est que ça ne se fait pas en chambre. Et en fait, il y a plein d'acteurs dans l'entreprise. Il faut multiplier les points d'accès pour Jean-François et ses équipes pour essayer d'embrasser au maximum quelle est la proposition de valeur actuelle de l'entreprise, quelles sont les forces et faiblesses. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y en a des faiblesses, hein. Le groupe de Villers, comme toute grosse ETI, qui est reconnu sur son marché, n'y voyait pas un manque d'humilité de ma part. En fait, la notion de prospection commerciale, c'était un vaste concept très lointain. Donc, autant dire qu'on partait de très, très loin. Donc ça permet en fait, en ayant ces ateliers individuels ou de groupe, d'embarquer tout le monde dans cette démarche. Et ça, c'est chouette. Et en embarquant tout le monde, en fait, on construit la démarche. Donc, c'est des gens qui ont une démarche, mais qui savent l'adapter au fur et à mesure de comment ils perçoivent l'avancée du sujet dans la société qu'ils accompagnent. Et en fait, ça aboutit à quoi? Ça aboutit finalement à avoir une vraie connaissance de la proposition de valeur de ce que votre société, votre groupe peut fournir, avec deux notions très importantes derrière. C'est la notion de différenciation, parce que en fait, il faut arriver à se différencier quand on rentre sur une nouvelle verticale, parce que le secteur, ils n'attendent pas après nous. Et l'autre point qui me semble très important, c'est qu'il faut bâtir de la légitimité. Et pour bâtir de la légitimité, faut avoir une bonne connaissance du secteur et comment on peut matcher dans ce secteur. Et à travers cette différenciation et légitimité, vous allez gonfler à bloc vos commerciaux, vos technico-commerciaux et toute l'organisation, et vous en faites un outil de management et d'avancer. Une fois qu'on a ça, en fait, naturellement, les priorités en ont découlé, les priorités qu'on avait du mal à aborder et à définir avant l'intervention de Jean-François, parce que le champ des possibles était tellement vaste qu'on n'arrivait pas et on tournait en rond. Et à travers ça, à travers cette notion de priorité, il y a des points qui sont importants. On a un ADN automobile, il y a des plans d'action, et ces plans d'action, ils sont timés. Il y a une responsabilité qui est répartie. Ça permet de piquer les fesses et de se faire piquer les fesses par Jean-François, et ça, c'est bien. Et il y a un momentum qui suit son cours. Et l'autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a identifié des zones de faiblesse ou de renforcement. Et ben, Jean-François, en lui posant la question, ben, il m'a apporté des solutions avec des notions de workshop. Et on a notamment, vous l'avez compris évidemment, sur la démarche commerciale, eh bien, j'ai pu lancer une formation avec l'aide de Jean-François. Et aujourd'hui, on a une démarche commerciale prospection qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Écoutez, je ne vais pas vous abreuver de la vision, je vais essayer de vous faire une synthèse. C'est vraiment important de clarifier les enjeux, les objectifs, de pouvoir embarquer tout le monde et de l'embarquer l'ensemble du management, mais au-delà, c'est-à-dire qu'il faut communiquer en interne, parce que le monde automobile est anxiogène et ça donne un éclairage et ça permet à tout le monde de s'embarquer dans l'aventure. Ce qui est bien, c'est que Jean-François et les différents experts qu'il connaît et qu'il peut faire intervenir,
c'est des gens qui ont travaillé, qui ont un background professionnel, managérial, sectoriel. Et je vais vous dire, c'est une mine d'or. Et en plus, Jean-François n'en a pas trop parlé, il me semble, mais ils ont un carnet d'adresses dans le bon sens du terme et ils savent faire des interviews avec des acteurs, vous imaginez même pas dans les différents secteurs, et donc ils donnent corps, substance au champ du potentiel qui est le vôtre dans ce que vous souhaitez faire. Donc nous, on a démarré cette approche au deuxième semestre 2024 et on a complètement, j'ai changé l'organisation en 2025. Retenez une autre chose aussi, il faut savoir changer notre ADN automobile et s'adapter à l'ADN de chaque secteur, sinon ça ne marchera pas. Et ce qu'a dit Jean-François est très vrai sur imaginer que vous allez faire 10, 20, 30%, ça marche moyen. Il faut vraiment faire des ruptures et il faut aussi inculquer à votre organisation la capacité à travailler sur des référentiels différents. Et ça, c'est très important. Donc, et ce qui est chouette, c'est aussi avec Jean-François, c'est que, eh bien, il nous a suivis et continue à nous suivre sur notre aventure avec des points informels. Et c'est bien parce que c'est pas des consultants qui viennent, déposent, vous expliquent ce qu'il faut faire et après ils vous laissent vous démerder. Pas du tout. Et ils vous aident et ils ont cette habileté à vous suivre au fur et à mesure et je peux vous dire qu'il faut être pugnace et résilient parce qu'on s'en prend des coups dans la gueule et il faut être capable de rebondir. Aujourd'hui, on a démarré des nouvelles verticales, on a déjà quelques succès commerciaux. Et ce qui est au-delà de ça, c'est il y a un momentum hyper positif sur les gens qui travaillent directement. Et c'est un sujet où j'ai pu embarquer l'ensemble des salariés du groupe. Et c'est aussi quelque chose où on a une visibilité qu'on n'avait pas et on a un pipe de potentiel qui est amorcé parce que ne rêvons pas, ça va pas se faire en 3 ou 6 mois, tout ça. Et ça va se faire dans le temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et moi, je suis là pour répondre à vos questions. C'est plus ça, je trouve, l'objectif. Bien. Eh ben, alors, moi, je vais commencer le temps que les questions arrivent. Tu évoques la nécessité de bâtir une légitimité. Comment une entreprise elle peut se rendre crédible sur un nouveau marché quand elle n'a pas encore de référence et quel a été, du coup, chez Devillé, les premiers éléments qui a donné de la crédibilité à votre démarche de diversification? Alors, la crédibilité, la légitimité, c'est qu'il faut connaître le secteur. Et donc, il faut faire un travail marketing de business case pour connaître ce secteur. Et il faut comprendre dans ce secteur quels sont les produits, quelle est la proposition de valeur que vous pouvez faire. Et, et la légitimité, c'est aussi une exposition et de reconnaissance de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Le groupe de Villers a intégré le J4 en décembre de l'année dernière. Le J4, c'est l'association de l'armée de terre. Et donc, autant vous dire que ça change complètement la vision des prospects qu'on contacte sur ce secteur de la défense. Quand vous êtes J4 ou pas J4, bah J4, c'est évident que vous avez une légitimité qui est construite. Donc ça, c'est important. Et il faut se rendre visible aussi. Il faut aller dans des foires, des expositions, ce qu'on ne faisait jamais chez De Villiers, pour rencontrer des professionnels. Et après, il y a cette notion d'homologation ce qu'il faut, il n'y a pas besoin d'être homologué pour tout faire, ça c'est un piège. Ce qu'il faut, c'est avoir un planning, un plan d'action, être capable d'expliquer pourquoi vous voyez des passerelles sur vos homologations actuelles et les futures, et expliquer que vous avez un plan d'action, vous êtes capable de vous faire homologuer rapidement. Ok, bah, merci pour ces éléments de réponse assez clairs. J'ai une question de Amaury, je crois, de chez Weedoo, qui te demande comment avez-vous structuré l'intelligence économique sectorielle et des cibles dans les secteurs de diversification? Ça, je Alors, pense que vous pouvez répondre à deux sur le sujet. ah bah alors je te laisse répondre, Jean-François. Comme ça, je bois un peu de thé. Faut que je bosse un peu quand même. Bon, écoutez, déjà, je peux peut-être montrer un petit, peut-être un petit quelque chose. Je ne sais pas si je peux avoir le partage encore. J'ai un truc à vous montrer. Où est-ce que c'est là? Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Euh, voilà, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. Euh, C'est bon pour voilà, vous moi. voyez ça. Ici, en fait, ça va répondre un peu à la question quelque part.
il faut, cette étude sectorielle, on ne peut pas la mener de front sur tous les domaines, d'accord? Il faut choisir ses batailles. Et dans le cas présent, là, ce qu'on avait fait avec Cédric et les équipes, on avait regardé ce qu'on avait appelé les front burners, les back burners et les fridges. C'est-à-dire qu'on avait défini là où on voulait aller, d'abord en priorité ou pas. Et donc, pour le coup, une fois qu'on a identifié ces secteurs-là, ben, c'est plus facile de faire cette analyse sectorielle, de regarder en fonction de l'entreprise, finalement, ce qu'elle est capable de fabriquer, dans le ferroviaire, ce dont on a besoin, dans la défense, ce dont on a besoin. Donc après, il y a un travail de recherche, on va dire un peu bibliographique, savoir un peu voilà, quel type de volumétrie de produits. Est-ce qu'on fait des munitions? Est-ce qu'on fait des équipements roulants? Est-ce qu'on fait dans le ferroviaire tous les caténaires, les fixations de caténaires? Est-ce qu'il y a un volume? Comment sont les appels d'offres? Donc, il y a un travail qui est fait de notre côté pour éclairer la route, hein. Et puis après, c'est un échange parce que, par exemple, on avait dit avec Cédric, nous, enfin, David et moi, je vais pas dans les munitions. Moi, je suis pas un mec qui tire des balles. Je ne veux pas contribuer à tuer les gens. Donc, c'est non. On ne peut pas faire ça. On veut bien faire d'autres choses. On veut bien faire des véhicules. On veut bien faire des composants, des équipements pour des chars. Oui, mais des trucs qui sont. Voilà, nous, on ne veut pas. Donc c'est un échange en fait, hein. Voilà, il y a une discussion qui s'opère et puis après il y a des axes sur lesquels on travaille et puis on va chercher de la data. Il y a pas mal de data, hein. On arrive à trouver des choses intéressantes finalement, sur le marché. Voilà, donc c'était un petit, voilà, un petit exemple de ce qu'on va faire. Il faut prioriser, hein. En plus, bon, on sait les budgets sont toujours des budgets serrés, hein. Nous, on n'est pas des très gros non plus, donc on ne compte pas nos heures parce que nous, voilà, nous, on est plutôt sur une fin de carrière, on va dire. Donc, on a beaucoup accumulé d'expérience et notre ambition, c'est d'aider les entreprises. On le dit dès le début d'ailleurs, hein. Franchement, on n'est pas pour ça. Mais d'un autre côté, on peut pas aller chercher, on peut pas y passer non plus les 3 ans. Puis même pour l'entreprise, elle a besoin d'avancer. Il faut qu'elle ait des Bien sûr. success stories, il faut qu'elle ait quelques grippes, quelques points sur lesquels elle peut vraiment engager la démarche, mobiliser les équipes, avancer. Donc voilà, donc faut faire une sélection ensemble. On l'a fait assez vite en fait, hein. En l'espace de 2, 3 séances, on sait où on va aller. Ok. Je rebondis. Une question de Frédéric dans le chat pardon, sur les exigences qualité qui nous dit certains disent que la norme auto IATF 949 couvrirait environ 90% des exigences de la norme aéro AS 9100. Est-ce que ce raisonnement n'est pas un peu risqué? Est-ce qu'on sous-estime pas les écarts réels entre les deux secteurs? Euh, qu'est-ce que... Je peux répondre? Vas-y, En Cédric. fait, je pense qu'il y a pas tant d'écart que ça, mais en fait, c'est pas la réponse qu'il faut apporter si la question est posée, à mon sens. Ce qu'il faut dire, c'est que on a étudié et on a fait un pré-audit sur le N9100 et que par rapport à ça et au processus qualité et tout l'environnement qu'il y a dans la société, on a les moyens, à partir du moment où on va appuyer sur le bouton, de se faire certifier en X mois. Et qu'on a déjà étudié, on sait qui contacter, quel est le budget, etc., etc. Et ça évacue en partie le sujet. Ok. Mais il ne faut pas faire une passerelle de l'auto vers les autres, parce qu'en fait, ça énerve certains interlocuteurs. Il Mhm. faut être capable de démontrer qu'on a fait l'analyse, l'expertise, et qu'on a une feuille de route qui est timée et qui est consistante. Ok. C'est noté. Je pense que là une question plus pour Jean-François qui demande, Amaury qui demande si tu utilises des outils d'IA pour ces sujets-là. Alors, on s'est testé un peu dans quelques cas où on avait envie de voir ce que ChatGPT ou l'IA pourrait nous apporter. Donc, effectivement, on a fait ça quelques fois, 2, 3 fois. Mais c'est pareil, les prompts, hein, c'est garbage in, garbage out, hein. Si on rentre des trucs merdiques, on sort des trucs merdiques. Donc, nous, on utilise ça un peu on va dire un peu un accélérateur ou un débroussailleur, en tout cas, aujourd'hui, ça ne remplace pas la vraie compétence vraiment technique et surtout ce que disait Cédric à juste titre, le réseau et les discussions.
c'est important de connecter avec des gens qui ont des besoins et que eux, avec leurs mots à eux, vous disent ce qu'ils ont vraiment, ce dont ils ont vraiment besoin, quoi. Et pas aller chercher de l'info et d'avoir un IA ou un chat GPT qui va vous dire, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. C'est bien, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas suffisamment, on va dire, efficace, quoi. Ouais. Ouais. C'est une réponse logique de ta part, je pense. Merci pour ce retour assez concret. Avant de poursuivre les échanges, on va juste lancer un court sondage qui va apparaître sur l'écran. L'objectif, c'est vraiment de comprendre où vous en êtes sur vos réflexions et de voir s'il y a un intérêt d'aller plus loin sur le sujet. Et pendant que vous y répondez, je propose de prolonger l'échange avec encore une ou deux questions, une question chacune pour pas faire de jaloux. Cédric, d'abord, c'est quoi le premier signal qui vous a montré que cette démarche de diversification prenait forme? Est-ce que tu as senti un moment où tu t'es dit, bon, bah voilà, là on est sur de bons rails et on y croit? Moi, c'est quand l'équipe, en fait, j'ai vu qu'ils étaient moteurs par eux-mêmes, voilà, et Ok, qu'ils avaient bien compris les enjeux, les priorités, et qu'en fait, c'est eux qui poussaient et qui étaient demandeurs, et qui finalement, ils ont repris le flambeau. Et en termes d'animation et de succès, c'est pas le premier succès qui me fait dire qu'on est sur la bonne route, c'est pas ça. C'est le positive momentum, la structuration et la force de frappe démultipliée par plusieurs acteurs dans l'entreprise. ok, ok, réponse claire. Donc le côté collectif qui prime. Et Oui. ton côté, Jean-François, est-ce que tu peux nous dire un peu l'erreur la plus fréquente que tu observes dans ces démarches de diversification? Qu'est-ce que, quand tu accompagnes, enfin, les écueils que tu vois principalement? Moi, ce que je vois, c'est tout de suite, on voit assez vite le niveau d'engagement de la direction. Il y a vraiment des très grandes disparités d'engagement de la direction et de la capacité de la direction à engager ses équipes dans la démarche. Et autant avec Cédric, on a eu le fit et on a tout de suite vu le drive et sa capacité à entraîner l'entreprise de manière tout à fait volontariste et positive et structurée dans la démarche. Autant dans certains cas, on sent que ça flotte. Et puis, il peut y avoir quelques rebelles. On a eu parfois dans une entreprise, ça revient à ma tête, là, un responsable achat. Alors lui, il était négatif surtout et en fait, il avait un rôle de frein qui était très, très, très difficile à gérer. Et forcément, le résultat, ben, il est impacté par ça. Parce que quand nous, on n'y est pas tous les jours. On y est, on fait des sessions, on y va une journée, deux journées, on repart, on fait quelques meetings au téléphone, on revient, on décrypte, on discute. Bon. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'entreprise, elle vit, quoi. Et il y a un petit canard noir là, qui est toujours en train de critiquer et dire que non, on n'y arrivera pas, que je comprends pas, enfin, oui, bon, qu'est-ce qu'ils font? Donc tout ça, ça a un effet négatif. Donc c'est important que voilà, il y ait une vraie motivation du management, ça c'est fondamental, une clairvoyance pour dire non, écoute, toi, tu es sympa, mais maintenant tu commences à t'arrêter là parce que c'est ma décision, donc on y va, donc tu joues avec, ou sinon on fait autrement, mais on peut pas s'amuser à critiquer. On est ensemble, c'est une vraie démarche. Voilà. Donc c'est ça qui, à mon avis, vraiment le risque, hein, c'est l'engagement, quoi. Il faut l'engagement. Il faut vraiment avoir envie d'y aller parce que c'est du boulot. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, Voilà. Et ça je veux dire, ça s'improvise pas, quoi. Hein. ouais. Ça s'improvise pas. Allez, je vais juste conclure par la dernière question dans le chat, parce qu'il est midi. Alors, c'est une question pour vous deux peut-être. Quel est le timing moyen entre le début de la démarche et l'attribution des premières affaires par des donneurs d'ordre en diversification? Bah, Cédric, toi, t'es au contact, donc toi, tu peux. Je vais répondre, il est toujours trop long. C'est vrai. Allez, réponse de Normand, Mais a ça. posteriori, finalement, il est assez court. Je vous donne un exemple. Nous, on a rentré un nouveau client qui était une start-up dans la mobilité et on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant.
Et je vais vous dire, on n'a pas pris ce business parce que pour sa rentabilité, mais j'ai pris ce business pour nous obliger à fonctionner différemment et nous remettre en question. Et pour être très concret, c'était je crois que c'était 9 mois après le début de la démarche, quoi. Et c'est juste il faut enchaîner sur des succès, des prises de rendez-vous, etc. Il faut tester l'organisation et c'est dans ce sens-là que c'est important. Ok. Et c'est tout à fait vrai. Et il faut pas qu'il y ait un côté, voilà, il faut garder la dynamique, il faut un succès parce que des fois, on en passe des coups de fil avant d'avoir un gars qui décroche, hein. Et on en a parlé souvent avec Cédric. Il y a une espèce de, c'est dur pour les équipes parfois d'aller chercher parce que bon, bah, les mecs, ils vous attendent pas, quoi. Donc il faut garder cette motivation. Et un succès, ben, ça donne du courage, quoi. Ça dit, ah, tu vois, on y arrive quand même, ça avance, ça avance, ça avance. Donc voilà, il faut. Mais effectivement, faut compter 9 12 mois, hein. Ça se fait pas. Après, Ouais. il peut y avoir une opportunité, on ne sait jamais, mais bon, on est plutôt sur des moyennes. Ok. Donc, je retiendrai pugnacité, collectif. Ces mots qui sont apparus là pendant ce webinaire. Merci à vous pour votre participation et pour la qualité des échanges. Merci à nos deux intervenants ce matin pour le temps qu'ils ont pris pour témoigner. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à répondre au sondage qui doit être toujours affiché à l'écran. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et à bientôt pour les prochains rendez-vous du pôle Idefor Mobility. Merci à vous. Merci Cédric, merci Paul, merci à vous les amis. Merci bien. Belle diversification à tous. Oui, bonne Merci Cédric. diversification. Bonne fin de Au journée à vous. revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.